rôle du design dans la création d'impact social et environnemental dans les entreprises, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Anne Philippot, vous êtes Continuous Learning ESCO, Enterprise Scale Capability Owner. Vous allez nous expliquer peut-être ce que cela signifie. François L'Enfant, vous êtes Global Design at GE Healthcare. Et Guillaume Foissac, Design Division Manager at EDF. Peut-être que vous pourriez, pour commencer, vous présenter en quelques mots et nous dire quelle est pour vous votre vision du design dans le business. Anne, je vous laisse commencer. Merci Hélène. Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, alors effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ce nom barbare de Continuous Learning ESCO ? En fait, très concrètement, ça veut dire qu'à l'échelle de l'entreprise Roche, on essaye de construire les capacités, les capabilities derrière une verticale qu'on a appelée Continuous Learning et qui consiste tout simplement à ramener la voix du dit client dans tout ce qu'on fait. Et donc, comment est-ce qu'à l'échelle d'une entreprise comme Roche, on peut créer les structures, les systèmes et les conditions pour que cette voix-là soit entendue et qu'on puisse prendre les actions qui s'en suivent en fonction de ce que la personne en question, l'utilisateur final de nos produits, peut nous dire. Donc voilà. Auparavant, j'étais dans la filiale France et donc c'est à ce titre qu'on avait collaboré avec Shift Lab dans les programmes d'il y a 1 an, 2 ans déjà même. Et donc je lidais l'équipe autour de tout ce qui est expérience client, digital et innovation. Alors le design aujourd'hui, moi je suis convaincue depuis des années que c'est absolument central, non seulement dans la démarche, mais aussi dans le business, puisque par essence, en fait, ça consiste à réunir des gens qui ont des parcours, des backgrounds, on va dire, différents, au service d'un objectif commun. Et surtout, ce que je trouve très important dans l'approche design de façon générale, c'est le fait qu'on puisse établir une stratégie et designer une solution en fonction d'un objectif qui est prédéterminé. Et qu'on va mettre en place les conditions pour accélérer ce delivery-là. Donc je trouve que c'est dans l'absolu extrêmement vertueux parce que ça permet aussi à des gens qui ne se seraient jamais rencontrés de pouvoir travailler ensemble sur des objectifs qui sont communs, mais ils ne le savaient pas avant de se rencontrer, en fait. Voilà. Merci. On va faire l'objectif de cette table ronde et après de développer par des exemples cette vision que vous portez. Guillaume, vous êtes depuis 15 ou 16 ans, c'est ça ? Oui, chez EDF au département design. Et ce département design était à l'origine rattaché plutôt à la R&D et maintenant est rattaché à la direction de l'innovation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre vision, vous, du design dans un groupe comme EDF, et puis on creusera plus tard. Avec plaisir. Merci pour cette invitation et merci pour ce tour de table. Pour présenter un peu le sujet de mon côté, alors déjà, j'avais tout préparé en anglais, donc merci, bravo, quoi. Alors là, formidable. Donc il faut que je rebascule mon cerveau là, complètement en français. Depuis ce matin, je ne parle anglais à mes enfants, etc. C'est horrible. Surtout qu'il y en a un qui a eu 1 an et demi, donc c'est un peu compliqué. Donc, alors, moi, je voulais introduire la chose en expliquant un peu notre façon de voir les choses. Avec juste une phrase, alors je sais pas, je l'avais envoyé, je ne sais pas si on peut l'afficher, mais c'est pas grave, sinon je l'exprime à l'oral. Notre mission au sein de notre département design, au sein de la direction, alors c'est le suivant, voilà, si vous passez au suivant, ouais. C'est génial. Donc là, vous l'avez en anglais, hein, je vous le fais en français. C'est d'arriver à essayer d'explorer les usages futurs et émergents de l'énergie, ok. Et on essaie de faire en sorte qu'on ait une approche qui soit la plus audacieuse possible pour avoir les solutions les plus accessibles, tout en préservant les équilibres fragiles qui nous préexistent. Alors, je vais faire un peu l'explication de texte, parce que c'est assez compliqué tout ça. Et je vais m'arrêter sur 3 mots. Le premier, c'est emerging, donc émergence. Pour dire que le design chez nous, il est capital de le focaliser non pas sur les tendances, mais sur les émergences. Alors, pourquoi ce choix-là ? Puisqu'en fait, les tendances sont très bien observées, très bien regardées, souvent bien analysées, bien décrites. Et nous n'allons pas alimenter ou continuer à alimenter cette analyse-là. Nous allons plutôt nous intéresser sur les choses qui sont des weak signals, donc des signaux faibles. Et ces signaux faibles sont les émergences. Les émergences, peu de gens les voient. Ceux qui les voient, des fois on leur dit qu'ils ne les voient pas. Ils n'existent pas, ces weak signals. Et en plus, elles sont très risquées. Donc on peut se tromper complètement. Donc nous, notre boulot, notre travail, c'est de se consacrer à ça. Voilà. Donc premier point. Second point, accessible. Accessible, quand on parle d'énergie, si on ne pense pas pour tout le monde, on pense pour personne.
parce que l'énergie, elle est bien sûr partout. Donc, on verra bien dans les exemples que j'évoquerai tout à l'heure, on essaiera de voir un petit peu comment ça se traduit dans les faits. Et puis la dernière un peu pirouette de la phrase, les équilibres fragiles qui nous préexistent. Alors moi, je trouve ça vachement important, et ça va m'amener à développer après un propos, puisqu'en fait, ce qui nous préexiste, c'est quoi? C'est ce qui était là avant qu'on arrive, nous, dans un projet, tout simplement. Quand j'arrive sur un projet, qu'est-ce qui se passait avant, qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui marchait, etc. Mais c'est aussi ce qui a été fait peut-être dans la génération précédente de ce projet-là, mais c'est aussi ce qui a été fait peut-être avant même la révolution industrielle, et qui a peut-être fragilisé des équilibres qui étaient là avant nous, peut-être même avant même l'arrivée de l'homme sur Terre, qui sait, voilà. Et donc avoir cette conscience-là de où on met les pieds, qu'est-ce qu'on va changer comme sur le milieu, quel impact on va avoir sur le milieu, qui n'est pas toujours positif, malheureusement, eh bien c'est fondamental. Et donc je finirai juste avec 3 mots. Est-ce qu'on doit chercher un impact bas, un impact neutre ou un impact positif? Si on veut régénérer les milieux à différents niveaux, écologiques, sociétaux, etc., il faut atteindre le niveau positif. Facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire. Merci. Merci Guillaume. François, on passe à vous. Ça fait 30 ans que vous êtes chez GE Healthcare. Ah, mais c'est gentil de le rappeler. Mais je trouve ça bien comme... C'est gentil de le rappeler, effectivement. Je vais essayer, Et du coup, je vous laisse la suite pour l'introduction. je vais essayer de résumer 30 ans en 30 secondes. Mais c'est vrai que c'est important de le souligner parce que je vois quand même le design comme étant un lien, justement. Et on a besoin de ce recul nécessaire dans les entreprises pour pouvoir impacter l'entreprise. Donc effectivement, ça fait 30 ans, et en fait, vous avez tort, ça fait 32 ans que je suis chez General Electric dans la branche médicale. Entreprise qui n'avait pas considéré le design comme une stratégie importante et qui finalement y vient petit à petit, mais il aura fallu un certain temps pour faire évoluer le point de vue de l'entreprise sur le design. Et en s'intéressant au design, on s'intéresse davantage aux utilisateurs, on s'intéresse davantage à tout ce qui fait le cœur de notre métier et qui ajoute une valeur qui est complémentaire à celle qui existait au préalable. Donc 30 ans dans cette entreprise où j'ai commencé à dessiner ou à designer des équipements médicaux et où j'ai fini par diriger l'équipe globale. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est d'essayer de comprendre quel est le trait d'union ou quel est le point central que le design a réussi à développer dans l'entreprise. On avait coutume, et on a coutume de dire qu'on développe des solutions innovantes qui sont utiles, utilisables et désirables. Et je pense que ce point de vue reste encore valide. La question de l'utilité, malgré tout, est le point central qui nous permet de réfléchir maintenant sur qu'est-ce qu'on appelle utile. Est-ce que c'est utile pour le client, le patient, l'entreprise? Est-ce que c'est utile pour la planète? Enfin, cette notion d'utilité, c'est une notion qui nous permet d'aller sur le contexte environnemental et social. Notre point central en tant qu'organisation design, c'est ce que j'appellerais l'interaction. Et en fait, il faut vraiment qu'on fasse preuve de pédagogie dans l'entreprise pour développer cette notion de design comme étant le point d'ancrage de l'interaction. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on crée doit générer de la valeur. Cette valeur, elle est générée par la marque. Et c'est une valeur à la fois pour nos clients, nos patients, mais aussi pour l'entreprise. On a besoin de créer cette valeur. Cette valeur est générée par la marque, par ses solutions, qu'elles soient physiques ou digitales. Et pour créer de la valeur au travers de la marque, il faut bien qu'il y ait des acteurs, des gens, qui interagissent avec ces marques. C'est donc bien le focus sur l'élément humain et son contexte, et le point central de l'interaction qui nous permet de créer cette valeur. Donc on a vraiment besoin d'aider l'entreprise à considérer plus largement, au-delà de la technologie, au-delà de la valeur purement financière, le point d'ancrage humain qui nous permet de nous connecter à cette réalité qui est l'humain, d'accord, mais dans son contexte plus large, qui est un environnement social et enfin, du point de vue général. Merci à tous les trois.
Donc au-delà de cette vision que vous nous avez partagée dans l'entreprise, moi ce qui m'intéresse c'est, et on le voit d'ailleurs à la fois dans vos fonctions, vos titres tels qu'ils sont affichés et dans ce que vous allez nous partager, le design est intégré de manière assez différente dans vos 3 groupes pour servir à des objectifs qui sont peut-être similaires mais qui sont peut-être aussi différents. Si je reviens à vous, François, mon micro. Si je reviens à vous, François, décidément la technique n'est pas avec nous aujourd'hui. Si je reviens à vous, quand on a préparé cet échange, vous m'avez dit on ne venait pas me chercher de la même manière il y a 30 ans, il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui le design est vu comme véritablement stratégique, pas uniquement pour atteindre des objectifs business, mais aussi pour atteindre d'autres critères que pourrait se fixer l'entreprise, qui sont ceux de l'impact? Oui, bien sûr. Le design est passé par plein de stades, vous pensez bien, en 32 ans. Et donc, tout au début, le design était dirigé par l'engineering. Mais l'engineering est fortement mesuré sur sa capacité à faire plus vite et moins cher. Ce n'était pas forcément très confortable. On était dirigé par le marketing, mais le marketing a eu tendance par le passé à considérer ce qu'on appelle le voice of customer comme étant essentiel, mais comme étant suffisant à lui-même. Et on sait, et grâce au design, qu'au-delà de ce qui est exprimé par le client, il y a un univers de choses à découvrir, et c'est sur cet univers de choses à découvrir, par l'observation, qu'on peut développer de nouvelles innovations qui vont apporter de la valeur. Et puis à un moment donné, on a reporté à un vice-président et à un CEO. En fin de compte, à chaque fois que le design est connecté au plus haut niveau, il peut apporter une valeur beaucoup plus importante, bien entendu. Donc effectivement, on est passé par plusieurs stades et plusieurs stades d'influence. Au point qu'on a réussi à démontrer que le design permettait de collecter des insights ou des données essentielles que ne pouvait pas obtenir l'engineering ou le marketing seul. Et on a commencé à travailler ensemble, à développer cette relation relativement égale entre les différentes parties. Aujourd'hui, c'est vrai que le design a une place relativement privilégiée parce que même si on reporte à une entité, finalement, on travaille d'une manière transversale et on réussit à apporter une valeur qui est autre que technologique. On arrive à un point où le marketing et l'engineering viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on est détenteur d'informations et de données qui vont leur permettre de créer une valeur qu'ils n'avaient pas prévue à la base. Merci. Anne, vous, chez Roche, vous n'avez pas de département design en tant que tel. En revanche, le rôle que vous donnez au design pour atteindre des objectifs d'impact est particulièrement innovant dans le domaine de la santé et vous avez mis en place des design teams. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors effectivement, en fait, j'aurais envie de dire que chez Roche, c'est une démarche de design qui s'ignore. Au sens où on a généralisé, alors pas seulement au niveau de la France, c'est une démarche qui a été initiée par le groupe il y a de ça quelques années maintenant, 2 ans en fait, d'avoir en fait une organisation du travail qui repose plus nécessairement sur des départements, des pôles, des fonctions, mais autour d'outcomes. Donc en fait, il y a eu au départ, si je puis dire, le design a attaqué le rythme et la façon dont on pouvait adresser le strategic planning de façon générale dans l'entreprise, puisqu'il s'est agi non seulement de ne plus se conformer, on va dire, à un rythme régulier, quadrimestriel ou trimestriel de business review, business dialogue ou quel que soit le nom, de sortir et de s'extirper de ce rythme-là, qui en fait par son inertie générait son lot de reporting, son lot de travail. Et donc il y a eu une réflexion fondamentale qui était de se dire finalement, ces trucs-là, ça n'apporte pas de valeur. C'est-à-dire que ça occupe les gens, mais au fond, en termes d'apport de solutions et de création de valeur de façon plus large, ça n'a pas un rôle fondamental. Donc l'idée, ça a été d'organiser l'ensemble de l'entreprise. Donc on est à 90 000 personnes aujourd'hui chez Roche. Et on l'a expérimenté de façon très précise dans la filiale France,
donc d'organiser l'ensemble des équipes autour d'outcomes. Donc on a eu tout un débat sur la différence entre un output et un outcome, très intéressant, donc en fait qui a permis justement de travailler au cœur sur la notion d'impact et qu'est-ce que ça veut dire de se réunir autour d'un but commun, mais au-delà du but, de l'impact recherché au-delà de ce but-là. Et donc évidemment, en faisant ça, si vous voulez, on a réuni autour de la table des équipes multidisciplinaires. Mais j'aurais envie de dire que d'une certaine façon, du coup, en faisant ça, la multidisciplinarité et les métiers, c'était plus une force, une traction, voilà, plutôt que des silos. Et donc, d'une façon très très évidente, on l'a vu en France, des gens qui ne se seraient jamais parlé ou qui auraient eu au départ peut-être un a priori en se disant mais cette personne, elle travaille dans des équipes médicales, donc moi je ne suis pas scientifique, comment est-ce que je vais pouvoir échanger sur des dimensions de cet ordre et vice-versa. Tout ça s'est effacé de façon très naturelle par le processus lui-même collaboratif autour de ce fameux outcome. Et ensuite, la démarche de design, elle s'est imposée d'elle-même, puisqu'en l'occurrence, bon, là, on est sur des modes agiles qui sont aujourd'hui assez courants, mais elle s'est imposée d'elle-même dans la mesure où, en fait, on rythme, si vous voulez, le fait de travailler en commun par des deliveries, en essayant systématiquement, et j'y reviendrai plus tard, je pense, d'amener une dimension de mesure de l'impact qui soit elle-même un peu légère et pas une assemblée de KPI à chaque étape de la chaîne. Donc voilà. Et donc on a eu de façon un peu anticipatrice, si je puis dire, avec ShiftLab il y a 2 ans, des ateliers qui étaient autour de buts communs, autour du fait de designer ou de dessiner l'accès aux médicaments en ville, qui est un sujet qui au départ n'est pas forcément lié à un pharma comme Roche, quoi, si vous voulez. Mais on a considéré qu'il était de notre devoir d'entreprise de santé que d'adresser avec un écosystème ouvert et des acteurs très variés ce genre de sujet. Merci Anne. Peut-être quelque chose que vous avez dit en interview qui me paraît intéressant, c'est la question de l'expérience. On parle beaucoup de l'expérience consommateur, l'expérience client, etc. Et que l'expérience en tant que telle, c'est pas uniquement se sentir bien. Ça repose aussi sur des choses, sur justement des critères tangibles qui permettent de mesurer l'efficacité de l'impact. Et je pense que vous pouvez peut-être creuser cette question de KPI qui me paraît intéressante quand on parle d'impact. En fait, c'est pas juste l'impact, c'est pas juste un idéal qu'on cherchera à atteindre. Ce sont maintenant des choses qui sont véritablement mesurées et mesurables. Oui, alors c'est la fameuse différence qu'on appelle chez Roche la différence entre les KPI et les KVI. Donc le V étant valeur. Et donc, en France, notamment, on a mis en place pendant 1 an, donc on a l'ensemble de l'entreprise qui s'est organisée en design team et qui a travaillé, entre autres, à cette notion de KVI qui consistait à définir en fait la façon dont on pouvait mesurer la valeur générée sur certains parcours de soins ou certaines problématiques données. Donc, pour prendre un exemple concret, on va se dire que dans les KPI classiques qui étaient plutôt d'ordre économique ou financier, de façon caricaturale, ou du moins de génération de revenus, on a oublié ça et on s'est dit en fait en quoi est-ce que, par exemple, une prise en compte plus précoce du cancer du sein peut avoir une valeur pour l'ensemble de la société. Et donc ça nous a amené à, par exemple, approcher des indicateurs comme si on regardait le taux de maintien, entre guillemets, des femmes au travail, des femmes atteintes de cancer du sein au travail. Typiquement, c'est le même genre de démarche qu'on peut avoir sur une maladie comme la sclérose en plaques et qui permettent en fait d'apporter une vision tout autre de l'impact généré qui va évidemment, on ne parle même plus de revenus, c'est même plus le sujet, mais même au-delà du patient et de l'individu lui-même. Donc en fait, je trouve ça qui est très intéressant aujourd'hui dans l'évolution du design, c'est cet ascenseur permanent qu'on peut faire entre l'individu dans son environnement, et donc l'environnement étant par essence très mouvant et de plus en plus systémique, comment est-ce qu'on peut en permanence, dans la démarche de design, garder ces 2 focales-là ? Peut-être avant de redonner la parole à Guillaume, je veux bien revenir vers vous, François, parce que dans la préparation de nos échanges, vous m'avez parlé d'une action que vous menez, d'une initiative que GE Healthcare mène, qui fait écho en fait à ce que vient de dire Anne, c'est-à-dire que vous avez dit, nous on fabrique du matériel, du matériel de pointe médical, mais on s'attache aussi à prendre l'expérience du patient, en l'occurrence de la patiente, puisqu'il s'agit du cancer du sein, dans sa globalité. Et ce qui m'intéresse aussi de creuser ici, c'est à quel point le design peut favoriser le décentrage de la performance vers ce qui est véritablement de l'ordre de l'impact sur les patients et vers finalement les cibles vers lesquelles on s'adresse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours que vous avez autour de la mammographie, je crois ?
Oui, bien sûr. En quelques mots, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus maintenant comment dirais-je, au parcours du patient qu'à la technologie simple. En mammographie, par exemple, on travaille sur des solutions qui permettent de faire en sorte que le patient ou la patiente qui arrive avec un problème à l'hôpital ne reparte pas avec son problème, mais reparte avec une solution complète, avec un protocole, avec un certain nombre de réponses à toutes ces questions. Donc, c'est la prise en compte, ce qu'on appelle le one-stop clinic, de tous les éléments du parcours qui permet de réduire énormément l'anxiété du patient, de réduire énormément aussi les allers-retours dans l'hôpital et qui permet, encore une fois, de sortir avec une solution plutôt qu'un problème. Énormément d'autres solutions ont été développées, notamment dans la mammographie, qui permettent de mettre en valeur le fait que quand on donne le pouvoir à la patiente, on est capable aussi d'impacter économiquement. Une chose intéressante qu'on a développée, c'est une télécommande. Une petite télécommande qui permet de stopper la compression pendant l'examen de mammographie. En réalité, on s'est rendu compte qu'environ 50% des femmes à qui on demande de revenir tous les 2 ans faire une mammographie n'y retournent pas dans la plupart des cas parce que l'expérience est traumatisante. Le fait de développer cette petite télécommande donne la capacité à la patiente de stopper la compression, la douleur et surtout la peur de la douleur. Et tout ça fait que, in fine, vous impactez non pas uniquement l'expérience de la patiente, vous impactez également la durée de l'examen, vous impactez également la qualité in fine de l'image et vous impactez toute la chaîne technologique finalement. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de constater que quand on porte le focus sur l'élément humain, on est capable de créer de la valeur même technologique. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez et savez mesurer? Est-ce que vous êtes organisé pour mesurer ce genre de choses, un petit peu comme les KVI de Roche? En fait, on laisse nos clients, on laisse les hôpitaux mesurer eux-mêmes le bénéfice de ces solutions, ce qui est beaucoup plus objectif et ce qui nous permet aussi d'avancer pour développer les étapes suivantes. Mais effectivement, tous ces éléments font partie de nos KPI. Merci. Alors là, on était dans le domaine de la santé, avec un fort impact social recherché. Guillaume, donc chez EDF, comme je le disais, le design est passé de la R&D à la direction de l'innovation. Est-ce que, peut-être à la lumière de la COP26, est-ce que en quoi vous pensez que les designs, en quoi le design chez EDF est véritablement stratégique pour résoudre les enjeux, les grands défis de l'énergie aujourd'hui? Alors, j'aurais peut-être pas la prétention de dire que ça va être le design qui va changer tout cela, mais c'est ce que je pourrais croire intimement tous les matins quand je me lève. Mais et puis je crois que c'est un axe fort qui est défendu par votre direction de l'innovation. Exactement. Alors, et du coup, vous l'avez bien cité, Hélène, du coup, nous, on a émergé dans la recherche et développement. Donc, ce qui est extrêmement surprenant, bizarre, incongru, puisqu'en fait, généralement, le design émerge plutôt dans les directions plutôt opérationnelles, pour être au plus près en fait, de la production de biens et de services et d'avoir une expérience usagée complète. C'est sûr qu'on ne va pas se mentir, EDF, quand vous dites design et EDF, généralement, vous n'associez pas les choses de façon naturelle, parce que justement, il n'a pas été pris comme ça. Alors, ça a été longtemps, je pense, un travers et un défaut, mais ça nous a permis en fait, de développer une approche qui était extrêmement centrée sur la recherche. On a été, moi j'ai passé 15 ans dans la R&D avant d'arriver à la direction de l'innovation, et cette propension du design à aller questionner des problématiques qui sont assez fondamentales parfois, souvent très technologiques, en amont de beaucoup d'aspects, c'est assez fondateur, assez caractéristique. Alors ça veut dire qu'on a fait un chemin qui nous a amené au début à devoir démontrer notre valeur de design dans un écosystème qui est scientifique. Et donc ce chemin-là, il a fallu qu'on passe par toutes les étapes. Et la première des étapes, c'est, je suis assez trivial, c'est est-ce que vous déposez des brevets? Voilà. Alors oui, des brevets de design, incroyable, le truc absolument incroyable. C'est pas de la couleur, c'est pas de la forme. Et donc oui, on a démontré que le design, par sa façon de regarder les problèmes, les problématiques et de les reformuler, eh bien, on avait la capacité de pouvoir mettre le doigt sur des impacts cachés
qui n'étaient pas apparents de la compétence scientifique, et qui pour autant étaient des vrais leviers de développement des technologies d'avenir, on parle de l'énergie renouvelable notamment, et bien en faisant cela, on a pu casser ces systèmes qui étaient un peu établis. Il a fallu on a pu amener des solutions sur le marché, aider à accompagner cela en faisant des brevets. Et donc ce barycentre très technique, très technologique, il a progressivement cohabité avec un autre barycentre, qui est un barycentre beaucoup plus stratégique, puisque le design a aussi la capacité ou l'impertinence d'aller aussi questionner le futur. Le design fiction, alors tout le monde connaît bien sûr cette chose-là, mais c'est pas tant le mot fiction qui est important, c'est la façon dont on a envie de projeter un futur positif à différents niveaux, pour nous, pour la planète, voilà, pour les échanges sociétaux, pour la culture, etc. Et tout cela, en fait, si on est honnête avec soi-même, on a envie de partager cette vision-là, de la montrer à l'intérieur d'un groupe comme EDF. Et donc le design est maintenant passé à un stade, avec la direction de l'innovation, où on influe la direction stratégique du groupe. Puisqu'on génère des scénarios, des hypothèses, qui placent ces écosystèmes complexes et ces futurs positifs au cœur même de la stratégie de notre approche, et qui permettent d'influer les choix que pourront faire le groupe demain en termes de choix énergétiques, de positionnement, etc. Et donc, je pourrais parler de projets, j'en ai quelques visuels, donc on pourra regarder éventuellement si vous le souhaitez, qui ont cette vocation-là, de placer le design non pas comme une entité opérationnelle ou technologique, mais comme une entité qui permet d'ouvrir de nouveaux champs, de réquestionner les positions existantes et d'amener le groupe à envisager des bascules stratégiques. Voilà. Peut-être que ça peut valoir le coup justement de creuser un de ces exemples, parce qu'après j'ai d'autres questions, mais qui sont plus sur l'ordre de l'écosystème, et peut-être creuser un des exemples que vous vouliez nous apporter ce matin. Si c'est possible du coup de parcourir un peu. Alors voilà, donc super, merci beaucoup Hélène. Alors là c'est un panel de solutions, on en reparlera peut-être pour certaines d'autres un peu plus tard, mais je vais m'arrêter sur celle qui est en haut à droite, alors qui est assez floue et je m'en excuse. On a travaillé depuis 2 ans maintenant sur un programme de recherche qu'on a appelé Autonomie. Autonomie au pluriel. Il y a 2 ans, on a observé des émergences dans la société qui consistaient à dire des gens qui avaient envie de plus en plus d'autoproduire son énergie, de la stocker, l'utiliser en local. Donc, c'est relativement classique, j'ai envie de dire, comme besoin quand quand EDF parle. Par contre, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y avait des gens aussi qui s'intéressaient énormément à cette autoproduction, sur des aspects qui sont annexes ou connexes plutôt à l'énergie. Alimentation. Donc, comment je peux relocaliser une partie de ma production en hyperlocal et essayer de la partager avec mon écosystème de proximité, en maîtrisant les flux notamment et les origines. La question des data, qui est un objet central dans la préoccupation de tous les jours, puisque en fait, on voit bien que les opérateurs centralisés aussi ont généré d'eux-mêmes une défiance de la part du grand public. La question de l'eau, comment est-ce que j'arrive à retraiter l'eau en hyperlocal et pour mon propre besoin en une boucle continue. Tout ça, ça fait que la question des autonomies, et pas uniquement l'autonomie énergétique, elle était centrale pour nous. Elle dessinait un paysage nouveau et central. Et donc, on a généré un programme de recherche de 2 ans avec des scientifiques, des spécialistes externes de chacun de ces domaines-là que je viens d'évoquer. On a travaillé avec le CNES aussi, qui travaille beaucoup sur la question de l'autonomie, bien sûr, dans l'espace. Et on a généré, du coup, des hypothèses pour l'avenir, pour le futur d'un énergéticien, mais pas que, d'une société dans laquelle les gens seront plus autonomes, non pas pour se renfermer sur eux-mêmes, mais pour mieux échanger avec les autres et mieux partager ce qu'ils vont produire en excédent. Et là, on revient sur la notion d'impact, c'est qu'en gros, je ne suis pas uniquement en train de me produire pour moi, je suis en train de produire en plus pour les autres. Je produis de l'eau pure pour les autres, je produis de l'énergie disponible et verte pour les autres, etc., etc. Ça a généré une exposition de 120 mètres carrés qui est allée à Lille, à Nantes, à Paris. Elle va peut-être revenir à la station F dans quelques semaines, dans laquelle on dresse tout ce panorama des futurs des autonomies pour le groupe EDF, mais plus globalement pour la société. Voilà. Merci Guillaume. Vous m'offrez ma transition sur un plateau. Vous avez parlé d'écosystèmes, en l'occurrence d'écosystèmes créés à l'échelle de l'usager, avec son écosystème de proximité. À Shift Lab, on a la conviction que les transitions, donc à la fois écologiques et sociales, elles sont complexes parce qu'elles sont interconnectées. Et elles demandent de réfléchir en écosystème de valeur, parce que seul, aucun acteur ne trouvera la solution. Et les écosystèmes de valeur, ils sont aussi bien ceux des parties prenantes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, mais celles aussi des parties prenantes qu'on découvre en travaillant justement sur ces scénarios de design.
J'aimerais vous entendre justement sur comment vous intégrez cette question écosystémique dans vos projets actuels d'impact et comment le design peut vous y aider. Anne, peut-être je vous laisse commencer. Oui, merci. Alors, la première étape, j'ai envie de dire, est très simple, c'est essayer de réunir, enfin, d'avoir une vue déjà complète, on va dire, et assez profonde de l'ensemble des acteurs qui, de près ou de loin, sont concernés par la problématique qu'on pose sur la table. Ça paraît simple quand on le dit, c'est pas toujours facile à identifier. Donc ça, je dirais que c'est la première étape. La deuxième, c'est de les mobiliser. Alors ça, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que, notamment dans la santé, quand vous êtes un gros laboratoire pharmaceutique et vous arrivez dans un écosystème de santé en expliquant que vous voulez mettre autour de la table des parties prenantes qui sont concernées par, on va dire, le sujet d'une maladie grave comme celle qu'on peut adresser et qu'on voudrait les mettre tous autour de la table pour réfléchir à la problématique en question, vous avez une probabilité non négligeable de vous faire envoyer promener. Parce qu'effectivement, il y a forcément, on va dire, une lecture qui va être celle de d'où l'autre parle, avant même d'entendre son intention. Et donc, il me semble que ce qui est très important dans le design, c'est de témoigner avant tout de l'intention qu'on peut avoir de réunir des parties prenantes diverses. À mon avis, si l'intention, alors dite stratégique pour une entreprise ou l'intention collective, quand il s'agit d'un collectif ou autre, quand elle n'est pas explicite, je pense que c'est partir sur un malentendu et que c'est diminuer les chances de réussite pour la fin. Donc ça, c'est la deuxième étape. On va mobiliser et puis ensuite donc donner son intention stratégique. Et puis ensuite, il y a le travail, si je puis dire. Et c'est là où on commence à s'amuser en général. C'est là où ça commence à frotter. C'est là où on commence à découvrir qu'en fait, je pense que on peut résumer la chose en se disant il faut tomber amoureux du problème et pas de la solution. Donc la plupart du temps, les parties prenantes autour de la table, on va avoir une idée préconçue de la solution qu'il faut apporter au problème, chacun individuellement. Et c'est bien par le processus collaboratif et itératif, qu'il soit, on va dire, systémique à l'échelle de ce collectif-là, ou seulement par petits groupes qui vont redonner un résultat au reste du groupe. C'est bien par ce mécanisme de frottement continu, si je puis dire, qu'on va générer des solutions à plus fort impact et plus forte valeur potentielle. Et donc par définition, elles échappent à chacun des individus qui est dans ce groupe-là. Et ça, c'est pas facile. Merci Anne. Guillaume, peut-être sur cette question écosystémique ? Avec plaisir, oui, bien sûr. Du coup, je rebondis un peu sur ce qui vient de dire. Une façon de voir les choses consisterait à se dire que, avant d'intervenir sur un sujet, alors ça peut être très simple. On peut faire un concert électro si vous voulez. Ah, génial. On est un peu prévenu. Voilà, donc une façon de voir les choses, c'est se dire qu'avant qu'on intervienne sur un problème, donc ce que vous tout à l'heure, on essaie de peser tous les poids présents dans le problème. Donc, on a un poids environnemental, on a un poids écologique, on a un poids économique, on a un poids sociétal, on a un poids culturel, on a un poids émotionnel, on a un poids technique, technologique, etc., etc. Donc ça crée entre guillemets, un premier équilibre. Bon, des fois, il n'est pas tout à fait équilibré, mais en tout cas, ça crée un statut. Et quand je vais intervenir, je vais altérer ou je vais modifier, positivement ou négativement, chacun de ces poids-là. Ok, donc je vais peut-être je vais vouloir faire un truc qui ramène un max de thunes. Voilà, décidément. Voilà, donc du coup, je vais essayer de maximiser ma marge. Ok, donc je vais essayer vraiment de casser des coûts, etc. Donc je vais avoir peut-être un impact positif sur les coûts. Peut-être que je vais complètement casser d'autres impacts par ailleurs, qui sont qui va faire le produit, d'où est-ce qu'il vient, quel impact écologique pour le faire venir jusqu'ici, etc., etc. Je ne dis pas que c'est forcément aussi simple que ça, mais parfois c'est comme ça. Et donc chaque fois qu'on intervient, il faut arriver à peser chaque fois les impacts qu'on génère sur le propre écosystème précédent. Et dans cet écosystème, c'est vraiment toutes ces valeurs que je viens d'évoquer. J'aime bien évoquer toutes celles-ci les unes après les autres pour qu'on les ait tous en tête. Et donc typiquement, alors je prends un exemple. On s'est intéressé à comment est-ce qu'on pourrait en fait réexploiter des matériaux, voire même des produits qui sont considérés comme en fin de vie, puisqu'ils n'ont plus le rendement attendu. Et comment est-ce qu'on peut leur donner une seconde chance ? Et une seconde chance qui n'est pas uniquement une chance où on est gentil de leur donner une seconde chance, mais parce qu'en fait, ils vont répondre à un vrai besoin, à un vrai service. Donc on s'est intéressé, on est EDF, donc on s'est intéressé à tout ce qui est déjà chez nous. Donc les panneaux solaires, qui sont installés en masse dans les centrales solaires, ils ont une rentabilité technique, économique, qui va décroître avec leur rendement. Okay ?
Donc au bout de 25 ans, un panneau solaire continue de produire de l'électricité, mais il en produit moins, bien sûr, qu'il en produisait au tout début. Et à ce stade-là, eh bien, parfois, on est obligé de les remplacer. Ils marchent encore, mais on est obligé de les remplacer. Une batterie de véhicule électrique, pareil, on vient cycler dessus, donc on puise de l'énergie, on la recharge, on la décharge, etc. Au bout d'un certain temps, elle va se fatiguer. Elle va continuer à charger, mais de façon moins efficace. Un téléphone portable, plus trivial. On le change tous les ans, tous les 2 ans, il marche encore, on est d'accord. Ok, si je prends tout ça, et je me dis qu'est-ce que je peux faire, à quoi je peux répondre comme vrai besoin avec ces éléments-là. Eh bien, on a pensé à développer ce qu'on appelle un data center entièrement upcyclé et entièrement fonctionnant aux énergies renouvelables. Le besoin de connexion et de ressources numériques, il est colossal. En 2030, on consommera du numérique comme si un nouveau continent consommait du numérique. Donc c'est phénoménal. Donc il faut qu'on trouve des solutions aujourd'hui pour réduire ces consommations et réduire ces impacts carbone. Donc un mini data center composé d'un panneau solaire, on l'a vu la photo tout à l'heure qui était en haut à gauche, une batterie de véhicule électrique, un téléphone portable, tout ça bien pensé, qui produisent donc suffisamment de ressources pour héberger des sites commerciaux, héberger un site personnel, un mini data center, etc. Et en fait, là où on va jusqu'au bout, puisqu'on se dit, ok, ce truc-là, il est intéressant parce qu'il est entièrement upcyclé, il marche sur les énergies renouvelables, très bien, parfait. Il retarde l'utilisation du processus de recyclage. Voilà, il va être recyclé, mais bien plus tard que ce qui était prévu. Mais en fait, si on va plus loin, on se dit, l'usage du numérique, soyons honnêtes, est-ce que je vais acheter sur un site marchand, à 5 h du mat, du dentifrice? Non, a priori non. Enfin, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc pourquoi ne pas éteindre des data centers dans des heures qui ne sont pas généralement courues par les usagers? Donc notre data center, il s'éteint. Il s'éteint entre 22 h et 3 h du matin. Plage qui peut varier en fonction des besoins du site qui est hébergé. Mais en tout cas, on assume que le service est coupé. C'est pas grave, il n'y a personne. Ok, assumons le truc où il y a 2 personnes, c'est pas grave, on leur explique pourquoi c'est coupé. On leur explique pourquoi en fait c'est un impact qui va être positif, non pas peut-être pas pour eux parce qu'ils voulaient acheter absolument de dentifrice, mais parce que globalement, il y a un impact général sur l'écologie, etc., qui va être extrêmement fort. Et le data center, il est assemblé par des travailleurs sociaux. Allez, allons-y, quoi. Faisons en sorte qu'on aille jusqu'au bout de la chose. Voilà. Donc quand vous développez une solution impact, vous essayez de faire en sorte que l'écosystème entier autour de ce projet maximise les impacts que vous avez cherchés avec ce projet. Tout à fait. Après c'est absolument... Enfin, c'est hyper compliqué. Je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois. Et franchement, si on veut le faire de façon extrêmement assidue, il faut tout mesurer, il faut tout quantifier. Puis il faut expérimenter. Il faut expérimenter et ça peut être extrêmement compliqué. François, vous nous avez partagé pas mal le rôle du design en interne dans l'entreprise à un niveau stratégique pour atteindre à la fois la performance économique et les objectifs d'impact que vous recherchiez. Est-ce que pour vous, le design a aussi un rôle de travail avec toutes ces parties prenantes autour de GE Healthcare? Vous travaillez avec les hôpitaux qui sont vos cibles, vous travaillez peut-être aussi avec pas mal d'autres parties prenantes. Est-ce que vous avez vu votre rôle évoluer dans ce travail constant avec tout l'écosystème avec lequel vous créez vos produits? Oui, bien sûr, parce que finalement, le monde a évolué aussi et l'entreprise c'est davantage ouverte à des pratiques comme celle-ci. Donc, on travaille beaucoup plus. Et évidemment, les mots importants ont été cités. Collaboration, itération, tout ce qui peut nous aider à faire passer le message que le processus du design ou l'approche design nécessite cette collaboration, nécessite fortement de pouvoir travailler avec des multidisciplines. Donc, à chaque fois qu'on développe une solution, on se connecte bien entendu à nos clients, à nos utilisateurs, à nos patients. On essaye de comprendre les choses de l'intérieur et ça nous a porté vraiment à considérer l'importance d'avoir un temps de recherche, d'avoir un temps, une respiration qui nous permet de faire autre chose que de délivrer, de développer des solutions.
développer des solutions, c'est en général le dernier maillon de la chaîne. En revanche, la compréhension du problème, c'est quand même et ça reste le premier maillon. Et si on ne passe pas suffisamment de temps à comprendre la problématique, évidemment, on aboutit à une solution qui n'est pas bonne. On dit toujours il y a pire que de se tromper de solution, c'est de se tromper de problème. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire et de plus en plus. Maintenant, cette évolution de l'organique vers le systémique, finalement, on le voit également dans notre entreprise. La manière même dont on est organisé dans l'entreprise est en train d'évoluer pour passer d'un modèle essentiellement vertical à quelque chose de beaucoup plus orienté et développé en forme de réseau. Même ça nous permet de donner une égale importance à tous les paramètres qui rentrent dans la discussion. Et on intègre dans ces paramètres, évidemment, les notions sociales et environnementales. Mais on est beaucoup plus qu'hier en capacité de mettre sur la table des problématiques qui n'étaient pas du tout évoquées auparavant. La manière dont on développe nos produits également a changé. On ne développe plus un produit physique isolé. On développe un système qui est composé de hardware, de software, de physique, de digital. Et on le fait de manière simultanée. Parce qu'on sait à quel point il est important de considérer l'expérience au sens large et non pas comme une série d'actions qui ne sont pas connectées les unes aux autres. Donc cette notion de digital, elle est encore plus importante aujourd'hui alors qu'on développe l'intelligence artificielle, parce que cette intelligence artificielle est en train également de modifier le futur de nos solutions physiques. C'est-à-dire que les produits physiques de demain seront forcément totalement modifiés par les capacités qui ont été apportées par le digital et l'intelligence artificielle. Et ça, ce genre de réflexion est en mesure d'augmenter de manière fulgurante l'impact, la valeur d'abord créée et ensuite l'impact environnemental, puisqu'on peut optimiser un certain nombre de choses de cette manière. Et le dernier point que j'évoquerai, c'est simplement le fait qu'on ne pense plus l'expérience du produit, mais on pense l'expérience de la pathologie, on pense l'expérience du soin. Et donc, le système devient ici une réflexion beaucoup plus globale que par le passé sur notre capacité à jouer un rôle sur tous les touch points entre la marque d'un côté et l'utilisateur de l'autre. On pense maintenant les choses non seulement autour de la solution technologique, mais on pense les problématiques pour le patient depuis le moment où il est chez lui jusqu'au moment où il revient chez lui. Merci à tous les trois. Alors moi j'ai plein d'autres questions, mais je me dis que peut-être que la salle a des questions sur ce qui vient d'être dit. Il nous reste à peu près 10 minutes. Est-ce que je pose ma question ou est-ce qu'il y a des points que vous voulez creuser sur ce qui a déjà été partagé ? Soyez pas timide. On ne sait pas simplifier la tâche avec lui. Pardon. Merci. J'ai une petite question, et en effet, est-ce que vos entreprises respectives arrivent à mesurer la valeur de ce que vous apportez à travers le design ou à travers vos initiatives ? Parce qu'on le mesure en effet sur l'écosystème ou sur les clients. À valoriser ça. Alors, je ne répondrai pas complètement à la question, je répondrai juste à la façon dont on peut tenter d'y répondre. En fait, typiquement, à la direction de l'innovation, la question qu'on se pose, c'est quels sont les ROI ? On a parlé des KPI ou des KVI. Quels sont les ROI ? Eh bien, il y a un travail fondamental qui est en train d'être fait, qui est de définir, en fait, justement, ces KPI, ces ROI, liés avec tous ces processus-là d'innovation. Alors, le design, je le mets là-dedans. Je citerai du coup Philippe Méda, qui peut-être certains connaissent, qui est un stratégiste économiste assez intéressant, qui lui parle de ROI économique, ROI de marque, ROI de métier, ROI environnemental, ROI émotionnel. Et donc en fait, alors, il nous invite à les mesurer,
C'est ROI. Il en liste un certain nombre comme ça. Et parce qu'il faut que les entreprises comme les nôtres soient conscientes qu'en fait, tout se ne mesure pas qu'en argent, mais les choses se mesurent par plein d'autres paramètres, plein d'autres facteurs. Et il y a une vraie culture, un vrai shift culturel à faire chez nous avant tout. Et notre travail, je pense qu'il est beaucoup là-dessus, c'est faire en sorte qu'on puisse diffuser des cultures de l'évaluation multicritères qui sont au plus haut niveau de l'entreprise, qui sont appréciés. Voilà. Et ça, en tout cas, moi je parle pour moi, c'est devant nous, on a encore du travail à faire, mais c'est un sujet qui est déterminant et vous avez bien senti le point. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire à la fin. Je trouve que c'est effectivement ça, le rôle un peu prospectiviste, on va dire, du design, c'est de pousser des approches multifactorielles, sachant que c'est assez facile, entre guillemets, à en donner, de dire c'est tellement multifactoriel qu'en fait, ça sert à rien, la petite action dans ce multifactoriel-là. Et donc, je pense que c'est à la fois la capacité à essayer d'envisager de façon vraiment holistique, on va dire, l'impact qu'on peut avoir, mais aussi, au-delà de l'impact lui-même et du résultat final qui permet d'atteindre éventuellement cet impact, c'est dans le processus lui-même. Je pense qu'il y a différentes façons d'évaluer la valeur qu'on crée. Et typiquement, si je l'applique à la santé, je pense que le design est l'approche design de façon générale est un excellent moyen de raccourcir les temps de mise à disposition de n'importe quelle solution. Et je pense que cette notion d'accélération et de raccourcissement du temps, elle est extrêmement clé dans la valeur générée pour des patients, puisque en l'occurrence, le seul enjeu, c'est quand même avant tout de mettre à disposition des gens des solutions holistiques pour traiter leur maladie, qui soient vertueuses pour tous, mais en premier lieu pour eux. Et donc à partir du moment où on arrive à accélérer ça grâce à une démarche de design, non seulement l'accélérer, mais en plus faire en sorte qu'a priori, puisqu'on a fait se frotter différents acteurs, ça va être encore plus pertinent. Déjà rien que ça, je trouve que c'est pas mal. Donc dans le processus lui-même, je pense qu'on est un peu faible de façon générale en France dans la mesure de ça. Les anglo-saxons sont vachement plus dans le taux de réutilisation aussi, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que le design, c'est ça aussi, c'est de dire plutôt que de réinventer, de repasser du temps à dupliquer le truc qui existe à côté, je vais aller regarder ce qui existe déjà. Ça aussi, c'est une création de valeur. Juste un point pour compléter, c'est vrai qu'on est, grâce au design, en capacité de raccourcir les cycles, mais aussi d'améliorer l'accès aux soins dans plein de cas, dans plein de solutions. Et puis, il y a quelque chose qui nous intéresse particulièrement parce que c'est toujours, ça part toujours, comment dirais-je, d'une intention particulière. Quand il nous est arrivé à plusieurs reprises de redéfinir des espaces médicaux dans les salles de radiologie, notamment en médecine nucléaire ou en scanner, pour la pédiatrie. Et en fait, c'était intéressant parce que nous, on était persuadés qu'il y avait une valeur derrière et on a travaillé sur cette valeur. Il se trouve qu'on a redéfini des espaces pédiatriques et que c'était souvent vu comme quelque chose de joli, amusant, pourquoi pas, voilà. Mais on fait les choses pour une raison et en général, donc, on fournit nos KPI à la fin puisque ils sont sous-jacents à notre activité. En développant des espaces pédiatriques, on permet tout simplement de réduire le temps d'examen. On permet de réduire de l'ordre de 70% parfois la prise de sédatifs. Tout ça parce que le petit patient, n'est pas stressé. Ça, c'est des données concrètes. C'est juste un exemple, mais ce sont des données concrètes que seul le design peut activer parce qu'il est à l'origine de ces idées. Et des solutions comme celle-ci, on en a plein et on les développe toujours. Et ça devient vraiment le point d'ancrage de notre activité, parce que derrière tout ce qu'on fait, si on est capable de l'articuler, il y a toujours une valeur tangible, mesurable, qui apporte une valeur concrète humaine d'un côté, mais aussi pour l'entreprise. Donc ces KPI, ce n'est pas des KPI dans leur globalité, mais c'est ponctuellement sur chaque programme des solutions qui nous permettent de participer au KPI global. Est-ce qu'il y a une dernière question rapide ? Oui, c'est une question pour Jean-François Desnaux. C'est une question pour Monsieur L'Enfant. Un petit peu en réaction aussi de ce que dit Anne Philippot. C'est-à-dire que si on part dans l'évaluation de l'impact, comme vous l'avez dit, en France, on n'est pas très bon sur ce sujet. Les Européens sont nettement meilleurs. Et pourtant, dans les projets européens, ça joue un rôle très important. Donc, je voudrais un petit peu faire réagir Monsieur L'Enfant sur l'évaluation. Et nous a dit un petit peu que finalement, il laissait un petit peu ça à l'hôpital. En fait, à l'hôpital, ils ne sont pas très forts, en fait, pour faire des choses. Ils sont très habitués à la recherche clinique, mais pas tellement à la recherche un petit peu d'impact
et en particulier quand cet impact est non seulement médico-économique, mais quand il est social. Et puis aussi, il y a un impact directement un petit peu sur les données de la radiologie. Je pense que vous avez pris l'exemple de la pédiatrie. Je pense que c'est un très très bon exemple parce que les enfants sont toujours beaucoup plus anxieux, ils ne savent pas très bien ce qui va se passer. Et en fait, il y a un impact non seulement économique, puisque ça va beaucoup plus vite, d'autre part, on utilise beaucoup moins de médicaments. Donc tout ça, c'est des points très importants. Il y a encore un point, je dirais presque, qui est presque plus important, c'est que quand on parle d'imagerie fonctionnelle, l'anxiété, de façon, va influencer considérablement, de façon, l'imagerie fonctionnelle. Et c'est vraiment très important de mettre les enfants dans des conditions qui soient les meilleures possibles, de façon à ce que, quand on commence à travailler l'imagerie fonctionnelle, celle-ci ne sera pas perturbée exactement par tout l'environnement. Et donc, moi, j'insiste un petit peu sur la partie co-construction du modèle d'évaluation avec, comment dirais-je, les équipementiers, parce que eux, ils ont l'idée de façon de la technique et ils savent très bien pourquoi ils ont fait une innovation. Et je pense que ça, c'est vraiment très important de ne pas laisser vraiment cette affaire à l'hôpital, mais co-construire avec eux des solutions et puis essayer de faire venir des gens qui sont beaucoup plus pertinents sur tout ce qui est sciences humaines et sociales, parce que la méthodologie, elle est très différente de celle de la recherche clinique de base. Et donc, voilà, je voulais un petit peu vous faire réagir vis-à-vis de ça, de façon à ce qu'on essaye de mesurer l'impact de façon très importante, parce qu'il y a des choix encore à faire du point de vue médico-économique pour un hôpital. Donc je pense que c'est très important, cette évaluation d'impact. Non, vous avez tout à fait raison. La co-création, elle est absolument clé. Quand je disais qu'on laissait l'hôpital faire ou développer ses propres recherches dans le domaine, c'était simplement pour donner beaucoup plus d'objectivité à l'étude, in fine. Mais cela dit, vous avez tout à fait raison. Nous, on travaille beaucoup sur l'évaluation de l'expérience patient. Alors, le cas de la pédiatrie était vraiment un cas très, très intéressant, parce que c'était le premier sur lequel on a travaillé sur les expériences patients. Et c'est vrai qu'on a besoin de comprendre dans la finesse. Et c'est uniquement avec cette collaboration avec les hôpitaux qu'on peut le faire. Donc pour nous, il n'est pas question de comment dirais-je, de ne pas être présent dans ces études, bien entendu, mais en ce qui concerne la publication de résultats, on souhaite juste qu'il y ait une pleine objectivité, et c'est la raison pour laquelle, en général, on laisse toute latitude à nos clients pour le faire. Mais vous avez raison, c'est un travail de co-construction et qui ne peut pas se faire sans l'hôpital. Merci. Peut-être une toute dernière question, si elle est rapide. Madame. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais vous ne l'avez pas énormément abordé. C'est qu'en fait, le design et un designer, ça permet aussi de finalement faire dialoguer les différentes parties prenantes, parce que ça instaure un langage commun. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais je trouve que c'est un levier extrêmement important pour faire dialoguer et mettre ou aligner, entre guillemets, les différentes parties prenantes. Merci de cette remarque. C'est très juste. Peut-être que vous voulez d'ailleurs terminer sur ce point-là, chacun. En fait, oui, à partir du moment où on dit qu'on aligne des gens multidisciplinaires autour d'un outcome commun, c'est les faire dialoguer et qui parlent un langage commun. Je pense on est tous d'accord sur le sujet. C'est consubstantiel de l'approche. Après, encore une fois, évaluer l'impact que ce dialogue-là a et le fait de parler un langage commun, théoriquement, ça accélère un delivery quel qu'il soit, ou au moins ça accélère, je pense, une évaluation commune sur des critères communs. Est-ce qu'on a atteint l'impact qu'on souhaitait ou pas? Donc ça évite d'avoir des discussions sempiternelles sur revisiter l'objectif avant de regarder en fait ce qu'on a déjà généré et déjà mis sur la table. Ouais, un micro-commentaire là-dessus. Un designer, par définition, il est non spécialiste. Voilà. Donc il a besoin de s'entourer d'énormément de compétences. Il a besoin d'avoir ces regards-là. Donc tout ce qu'on vient de décrire en disant il faut qu'on regarde tous les impacts sociétaux, culturels, etc., on n'est pas en maîtrise de tout cela. Donc par nécessité, quand on veut avoir ces objectifs-là, il faut qu'on convoque ces savoirs-là, il faut qu'on les accueille, il faut qu'on les fasse exprimer, il faut qu'on arrive à fédérer une pensée qui soit cohérente autour de tout ça. Donc c'est déterminant, c'est capital. Et c'est notre fondation, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'on fonctionne comme ça. Et on a besoin d'apprécier les choses dans leur globalité. Et on sait qu'on est incapable de le faire nous-mêmes. Voilà.
quand vous dites que le design fait naître un langage commun, c'est vrai quand ça marche. Et c'est vrai aussi que c'est probablement là notre premier problème, qui est est-ce que vraiment notre langage est commun? Est-ce qu'il est partagé? Est-ce que nous aussi, nous parlons le langage du business? Parce que finalement, très souvent, pour aboutir à ce langage commun, c'est quand même beaucoup d'efforts. Et c'est des efforts renouvelés. C'est pas si simple. Donc on voudrait penser qu'on a un langage commun, et souvent c'est le cas, on y arrive, mais c'est quand même un effort à renouveler constamment. Et ça veut dire également qu'on doit faire l'effort de comprendre le langage de l'entreprise, qui n'est pas toujours notre langage premier. Enfin, donc c'est vrai que c'est ce travail commun, collaboratif, ce travail de design thinking parfois, ce travail de mixage des différentes techniques aujourd'hui entre agile, lean, design thinking, etc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler sur des éléments, d'outils qu'on va venir chercher à droite, à gauche, pour pouvoir mieux nous intégrer à l'écosystème de l'entreprise et pour pouvoir mieux faire comprendre par l'exemple et nous intégrer dans les processus de l'entreprise. Mais cette notion de langage commun, elle n'est pas toujours si automatique. C'est vrai qu'on a souvent considéré le design comme mettant la valeur de l'esthétique en premier, et finalement c'était ça le design. Aujourd'hui, on est plus porté à considérer qu'il y a une esthétique des valeurs également, dans l'autre sens, et que tout ce dont on vient de parler concernant l'impact environnemental et social, ça fait partie de l'esthétique de ces valeurs. Mais c'est vrai que le langage et le chemin est relativement long et sans cesse à renouveler. Mais c'est un message d'espoir, puisque ça marche quand même dans la plupart des cas. C'est une magnifique conclusion. Merci François. Je serais intéressée dans quelques instants d'entendre Frédérique Pain, directrice de l'ANSSI, sur toutes ces questions. Je vous remercie infiniment pour vos partages.